Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver encore une fois pour parler, pour débriefer ce tournoi à destination qui s'est achevé ce samedi par la victoire du 15 de France face à l'Écosse et le succès du 15 de France dans ce 6 Nations 2025. Ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne et pour parler une dernière fois de ce tournoi à destination. Et pour m'accompagner, j'ai évidemment le gratin des consultants rugby qui existent en France et dans le monde, en France et de Navarre je dirais même, Monsieur Brian Nardelli, journaliste Sud-Ouest, comment va-t-il en Cannes, qui était à France-Écosse? Ah bah, ouais. En forme, on a fini en apothéose, donc forcément on peut être que satisfait. Puis on a eu des petites surprises, on va en parler pendant ce tournoi destination. Ouais, le classement, on l'attendait pas tout à fait comme ça avant le tournoi, on peut reprendre les vidéos, mais Eh bien alors, on n'avait pas trop pronostiqué ça. eh ben, sache-le, j'ai regardé la vidéo preview, j'avais le bon classement. Ouais, on est d'accord. Et t'avais mis aucun match nul, hein, bizarrement. J'avais mis aucun match nul. Mais j'avais le bon classement, comme quoi, c'est la bonne théorie de ceux qui, moins tu t'y connais en sport, mieux tu pronostiques les compétitions. Monsieur Thomas Laroquette, qui devait être à France-Écosse, qui a connu une petite mésaventure. Ouais, j'ai travaillé sur le match. C'est pas le bon. J'ai bien travaillé sur le match. Voilà. Voilà. Vous pouvez suivre Thomas sur Twitter, il vous expliquera grandement pourquoi il n'était pas à France-Écosse finalement, il devait y être. Les liens sont en description. En parlant de nous retrouver, vous avez en bas à gauche les petits réseaux, vous pouvez nous retrouver, TikTok, Twitch, YouTube et maintenant Spotify. Vous pouvez nous écouter en podcast, c'est un grand avantage, comme je le dis depuis 3 semaines. Vous verrez pas nos gueules et c'est quand même vachement mieux. Voilà, comme ça nous fait plaisir et vous pouvez nous écouter en podcast sur Spotify et vous abonner à cette chaîne YouTube, nous soutenir en likant et commentant cette vidéo, ça nous fait plaisir, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et mine de rien, c'est un peu important pour le référencement. On vous remercie pour tous ces retours sur le tournoi à destination parce que toutes les vidéos ont plutôt bien marché, on est très contents. Et on était contents des petits débats et des petits retours qu'on a eu avec vous en commentaire, c'était très sympathique. Toutes les vidéos sont à retrouver sur une playlist spéciale sur la chaîne YouTube si vous voulez revoir nos vidéos sur le tournoi à destination pour vous remémorer les bons souvenirs ou les moins bons, comme cette défaite en Angleterre. Bon, on est parti. Classement du tournoi à destination. Peut-être que je vais afficher le classement en d'entrée, ça sera un peu mieux. Le 15 de France s'est imposé un petit point devant l'Angleterre, deux petits points devant l'Irlande. L'Écosse a fini 4ème, l'Italie a fini 5ème et le Pays de Galles termine bon dernier de ce 6 nations. Alors comment on va opérer ce petit 6 nations? Eh bien en fait finalement, hop, je vous l'affiche comme il faut. On a une petite tier list voilà, qui est prête, qui est juste là. Très réussi, surprise, bof et Pays de Galles. Vous comprendrez bien que c'est la dernière catégorie. Et c'est par ça qu'on va commencer, puisqu'on va entamer ce débrief du 6 nations en parlant de chaque nation et on va entamer en parlant du bon dernier de la cuillère en bois de ce tournoi, le Pays de Galles. C'est simple, 5 matchs, 5 défaites, moins 119 de différence de points. Pays de Galles qui a extrêmement mal commencé son tournoi avec une défaite en ouverture contre le 15 de France 43-0 du côté de Paris, qui a enchaîné par une défaite et un peu sonné le glas de ses galops dans 6 nations en Italie. Warren Gatland a sauté. On a eu une petite réaction contre l'Irlande quand même, avec cette, certes une défaite encore, mais de toute façon vous avez compris, il n'y a eu que des défaites. Mais c'était, on va dire, la défaite encourageante. Contre l'Écosse, ça a été un peu mieux aussi, et ils sont complètement explosés contre l'Angleterre dans cette dernière journée. Défaite 14-68 du côté de Cardiff. Le Pays de Galles est à l'image, Thomas, du Pays de Galles depuis plusieurs saisons. C'est un Pays de Galles qui est un peu cuit, un peu en fin de cycle, un peu en crise à tous les étages, que ce soit en renouvellement sportif, que ce soit financièrement, que ce soit dans la gestion. C'est un Pays de Galles qui est en grande difficulté. C'est un Pays de Galles qui n'a pas étonné. On s'attendait à ce qu'il finisse dernier finalement. Ouais, t'as tout dit. C'est-à-dire qu'il y a une page qui s'est tournée avec les illustres anciens, hein, tous les Jonathan Davis, Liam Williams, Alun Wyn-Jones. Enfin, voilà, on se souvient de cette génération un peu dorée du Pays de Galles. Tous ces joueurs-là, soit ont arrêté, soit sont peut-être trop âgés pour jouer au plus haut niveau. Donc forcément, voilà, il faut remplacer ces joueurs-là et malheureusement, c'est très compliqué. Donc là, on a un effectif qui est très jeune, qui a été un peu envoyé au casse-pipe. Mine de rien, sur l'ensemble du tournoi, bon, ils n'ont pas vraiment démérité, mais c'est sûr que le niveau de cette équipe galloise est inquiétant pour la suite. Il y a quelques jeunes qui ont pu montrer le bout de leur nez, mais c'est quand même très faible. Voilà, il y a eu, comme tu l'as dit, une réaction face à l'Irlande quand même, où honnêtement, ils sont dans le match, je veux dire, pendant 50 minutes. Ça aurait pu même. Ils n'ont pas profité de leur supériorité numérique après le carton rouge irlandais.
même si c'était un carton rouge de 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, bon. C'est un tournoi très compliqué. Il n'y a pas de surprise, hein. Honnêtement, de notre côté, nous, on les avait mis derniers, il me semble, en grande majorité. Et on s'attendait à ce que, de toute façon, ce soit compliqué. Et puis, on sent que voilà, il y a une formule qui ne fonctionne pas. On tente des choses. Voilà, on a rappelé, par exemple, Gareth Hanscombe en 10 en plein milieu du tournoi. Voilà, on essaie de combler un peu ses manques. On ne sait pas trop qui aligner. Donc, c'est un tournoi très compliqué, mais sans surprise. En espérant aussi qu'ils arrivent à se reconstruire autour peut-être d'un nouveau staff. À voir si le staff en place gardera sa place ou pas. Mais voilà, bon, tournoi très compliqué. Il y a un chantier, Brian, du côté du Pays de Galles qui ont été, malheureusement pour eux, dans la continuité de leur année 2024, à ne pas gagner un match. Ouais, ça va être compliqué, hein, la suite. T'as quand même des joueurs, qui assurent à leur poste et qui sont quand même de grands joueurs au niveau mondial, mais forcément c'est la dynamique qui ne va plus. Je pense pas que ce soit un problème de talent, c'est voilà, c'est une dynamique qui s'essouffle, un effectif qui doit se renouveler depuis quelques mois maintenant, qu'on tarde à renouveler, un staff qui a fini par sauter, mais qui finit par sauter beaucoup trop tard. Et quand tu changes un staff en plein milieu d'un tournoi aussi majeur que le tournoi Destination, ah bah, c'est symptomatique un petit peu de ce qui t'arrive. Donc, ouais, on les voyait derniers, mais sincèrement, moi je suis surpris quand même qu'ils terminent aussi mal, je veux dire, avec des résultats assez quand même décevants. Il y a même pas eu un espoir, ouais, peut-être face à l'Irlande, mais personne n'y a vraiment cru jusqu'au bout quand même. Ils se sont pas réveillés face à l'Italie, c'était pourtant la seule équipe à leur portée. Bon, est-ce que ça peut être la claque pour un renouveau, repartir de plus belle? Alors, on l'a déjà vu, hein, des tournois catastrophiques qui, l'année d'après, ont tout changé. Après, voilà, je pense que ça risque de mettre un peu plus de temps que prévu. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de choses à revoir. Le rugby gallois n'est pas le rugby qui se porte le mieux au monde en ce moment et depuis quelques années maintenant. Donc tout ça mélangé, ça fait que tu peux pas jouer ton meilleur niveau sur le terrain et tu peux pas ramener des bons résultats, ramener des trophées. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut tourner la page et il faut repartir de plus belle. Puis après, je m'inquiète pas trop parce que ça reste le pays de Galles qui a quand même un gros vivier de joueurs de talent et je pense qu'on les reverra dans le top 3 du tournoi dans les prochaines années, hein, mais je pense qu'il va pas falloir compter sur eux en tout cas dès l'année prochaine. On verra comment ça se passer pour cette nation galloise qui va devoir gérer des problèmes un petit peu partout. Bon, on va sauter d'un échelon et on va atterrir à la 5e place pour parler de la Squadra Azzurra. Voilà, super accent italien, je vous remercie. L'Italie a terminé 5e de ce tournoi, une petite victoire, c'était contre le Pays de Galles, c'était la victoire qu'il fallait pour pas terminer dernier. L'Italie a montré quand même certaines choses, une jeune équipe qui quand même voilà, montre des choses depuis plusieurs années, monte en puissance. Alors est-ce qu'il monte en puissance assez vite? Est-ce qu'il manque toujours ce palier pour pouvoir aller potentiellement peut-être titiller l'Écosse dans un premier temps 4e et pourquoi pas sur le très long terme aller jouer peut-être un peu mieux. Bon, ça on verra ça plus tard dans le reste pour cette équipe italienne qui a montré, Brian, de très belles choses. Ils ont bien conclu en Irlande, ils ont sauté un petit peu en Angleterre, ils ont sauté contre la France, ils ont pris quand même quelques branlées, mais c'est une équipe italienne qui est toujours agréable à regarder, c'est sympathique, c'est jeune, c'est frais, ça évolue. Bon, on a vu pire du côté italien, mais bon, c'est des fêtes au Corland, quoi. Oui, c'est vrai. Ça fait 10 ans qu'on a le même discours sur l'Italie. C'est pour ça que c'est un peu frustrant. C'est que oui, elle est sympa à regarder jouer, ça envoie du jeu, elle a rien à perdre, elle montre de belles choses. Je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui progresse, je suis d'accord. Le problème, c'est que tu as au moins 4 autres équipes en face qui progressent de manière beaucoup plus rapide que toi. Et c'est là le problème. Pour rattraper son retard qu'elle accumule depuis plusieurs années maintenant, il faudrait qu'elle progresse bien plus vite. Et là, pour l'instant, ça fait que quant à la France, l'Irlande, même mine de rien l'Angleterre cette année, et même l'Écosse qui progresse plus vite que l'Italie, ben, tu peux pas te permettre juste de faire de ton mieux chaque année. Alors voilà, donc je pense qu'on va avoir encore le débat pendant plusieurs années entre est-ce qu'il faut un tournoi destination avec des équipes montantes, des équipes descendantes. Voilà, on a toujours eu ce débat depuis longtemps, mais le problème c'est que sur le terrain, l'Italie et maintenant le Pays de Galles,
ne nous permettent pas de contredire cet argument. Donc, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant parce que, voilà, encore une fois, on aime l'avoir joué. Et on sait que leur tournoi, chaque année, va se jouer avec soit face à une victoire face à l'Écosse, soit face au Pays de Galles. Et le reste des matchs, on espère toujours un petit déclic, hein, mais ça n'arrive jamais. Je pense qu'il y a un gap beaucoup trop important entre les 3 premiers. Allez, on va dire les 4 premiers et les 2 derniers cette année, ça s'est particulièrement vu. Mais voilà, comme tu dis, il y a une belle génération, une génération qui joue de plus en plus dans les grands championnats, hein, en top 14. On voit de plus en plus de joueurs italiens. Donc on va pas se le cacher, ça joue aussi. Je pense que ça joue énormément parce que forcément, on a l'un des championnats les plus relevés du monde. Donc ça peut faire que progresser les joueurs qui jouent en sélection après. Après voilà, qu'est-ce qui va manquer? Peut-être un peu plus de temps au staff, hein, qui est encore assez jeune, mine de rien. Mais bon, on va dire que c'est sur la bonne voie. En tout cas, on va rester sur une note positive. Thomas, tu t'attendais à ce tournoi de la part de l'équipe d'Italie? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que c'était conforme aux attentes? Est-ce que tu en attendais mieux? Est-ce que l'Italie pouvait faire mieux? Brian l'a dit, hein, être en progrès, c'est bien, mais bon, derrière, on attend des résultats, quoi. Donc, au final, c'est quoi? C'est tu finis avant-dernier, tu gagnes un match face à de très faibles Gallois, mais c'est à peu près tout. Donc, c'est très bien, oui, on est satisfait, on est content de voir cette équipe parce que ça joue, parce qu'il y a de super trois quarts, franchement, il y a une belle ligne de trois quarts. Il y a des joueurs devant qui pourraient jouer dans beaucoup de clubs de top 14. Je pense à Ruzza, je pense à Canone ou Zuliani par exemple. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que cette équipe-là, elle pêche encore sur les fondamentaux, parfois à la conquête, sur l'indiscipline. C'est une équipe qui prend souvent l'eau aussi défensivement. Et c'est une équipe qui, malheureusement, a un manque de profondeur d'effectifs. Autant derrière, il y a du monde, hein, aux ailes notamment, mais devant, c'est quand même moyennasse, notamment en première ligne, et ça permet pas de bien finir les matchs. Et on le voit, même face au Pays de Galles, ils s'en sont vus, à la fin, ça a été chaud. En Écosse, ils tiennent le match, mais finalement, ils le perdent assez largement parce qu'ils n'ont pas de banc. Et après, bon, ben, face à l'Irlande, ça a été un peu pareil, même si ils ont été vaillants, mais bon, être vaillant, ça suffit pas au niveau international. Voilà, il y a un manque de profondeur d'effectif, il y a un banc qui n'apporte pas assez, et puis surtout, ils ont quand même de gros trous d'air, pardon. Quand tu prends, presque 50 points face à l'Angleterre, mais surtout 73 points à domicile face à l'équipe de France, là, ça pique. Donc oui, cette équipe-là, elle nous plaît dans son jeu, mais voilà, il va falloir qu'elle trouve aussi des solutions pour être beaucoup plus forte sur les fondamentaux et pour pouvoir aussi sécuriser, euh, pouvoir effectivement passer ce palier, c'est-à-dire avoir aussi des victoires, ce qu'on appelle référence, comme ils ont pu faire il y a quelques années, par exemple au Pays de Galles, lorsque le Pays de Galles n'était pas trop mauvais. Voilà, avoir ce genre de victoire pour pouvoir essayer de s'installer et grappiller une place de plus ou deux au classement. On les range cette équipe d'Italie, Brian? Ouais, j'aurais même mis l'Italie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a une case d'Italie, ouais, c'est vrai. Ouais, on va les mettre dans bof, hein, Ah ouais. forcément. Hein, je vois pas où on peut les mettre d'autres. Ça reste bof depuis plusieurs années. En progrès, mais bof, voilà. On pourrait, mais pas assez. Voilà. En parlant d'une équipe qui a du mal à finir ses matchs, passons forcément au quatrième de ce tournoi à destination. L'Écosse, messieurs, l'Écosse qui, on l'a dit, est un peu dans un ventre mou. On l'a dit avant le match contre le 15 de France, c'était un peu le no man's land pour l'Écosse, trop loin des... Peut-être trop loin, allez, un peu loin des 3 devant, tranquille pour les 2 de derrière. Cette Écosse a quand même montré de belles choses, on l'a dit, sur les 50 premières minutes à chaque match, j'ai l'impression. Ils gagnent contre l'Italie. Ils sont pas loin de gagner contre l'Angleterre, ça passe pas loin. Ils ont quand même fait trembler un petit peu la France sur la première mi-temps, notamment de ce dernier match. Ils tapent le Pays de Galles. Voilà, je vais lancer Brian parce que Thomas en a un peu parlé lors de notre preview de ce France-Écosse. Qu'est-ce que t'as pensé de cette Écosse, Brian, que t'avais quand même mis assez haut dans ce tournoi? Voilà, il faut le dire. T'es celui qui avait placé l'Écosse le plus haut. Est-ce que tu es satisfait ou déçu de cette équipe d'Écosse? Non, mais moi j'adore cette équipe d'Écosse. J'adore l'avoir joué. J'adore ce qui se dégage
de cette équipe sur le terrain. Après, il faut reconnaître que c'est un petit peu la zone grise de ce classement, de ce tournoi. C'est-à-dire que tu as les 3 de devant, tu as les 2 d'en bas, et tu as l'Écosse au milieu, voilà, qui fait pas pour moi partie des plus mauvaises équipes de ce tournoi, mais pas des meilleures non plus. Donc, il leur manque encore d'arriver, comment dire, l'Écosse arrive, parvient à faire des exploits certaines fois. Je pense notamment à ce match face à l'Angleterre, je crois que c'était l'année dernière, chez eux, où ils arrivent à les battre, dans un match exceptionnel. Le problème, c'est que ces exploits sont trop rares et sont pas suffisamment récurrents pour installer cette équipe d'Écosse dans une position qui pourrait leur permettre de jouer allez, les 3 premières places. On attend toujours un exploit. Il aurait pu venir peut-être face à l'Irlande, il aurait pu venir face à l'Angleterre, mais il manque toujours ce truc. C'est une équipe qui dépend encore énormément et beaucoup trop de Finn Russell, de est-ce qu'il est dans un bon jour, est-ce qu'il n'est pas dans un bon jour. Et pourtant, à côté, on a des joueurs de classe mondiale et qui s'imposent de plus en plus comme parfois dans la hiérarchie des 2-3 meilleurs joueurs à leur poste au niveau mondial. Donc, je veux dire, c'est pas une équipe qui manque de talent, c'est une équipe qui manque de Régularité, peut-être. régularité, exactement, chercher le mot. Voilà, alors ça va peut-être venir avec le temps, hein. Le problème, c'est que c'est un petit peu comme l'Italie. La différence, c'est que l'Écosse progresse, je pense, plus vite que l'Italie. Mais c'est que ça fait longtemps qu'on dit que l'Écosse est capable, que l'Écosse pourrait, que voilà. Mais on attend encore peut-être allez, pas le tournoi référence, mais le tournoi qui pourrait leur permettre de se dire, allez, on passe dans la classe sociale d'au-dessus, j'ai envie de dire, et on s'impose parmi les meilleurs, et va falloir compter sur nous dorénavant, parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on affronte l'Écosse, on se dit, attention, va falloir faire gaffe, parce qu'ils sont capables de tout. Mais bon, c'est pas l'équipe qui nous fait non plus le plus peur du tournoi. Donc voilà, je pense qu'il y avait mieux à faire pour l'Écosse que cette 4e place. Je pense qu'ils auraient pu aller chercher la 3e, la 3e place, parce que quand on voit que l'Irlande s'est un petit peu cassé la gueule sur la fin, il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. Voilà, donc oui, c'est pas satisfaisant, mais je reste sur mon avis que dans les 5 prochaines années, l'Écosse peut finir dans les 2 premiers du tournoi. On en reparle dans 5 ans. Pas cette vidéo. Rendez-vous 2030, je t'assure que je la ressors cette vidéo. L'Écosse CSP+, voilà, c'est ce qui me manque. Thomas, c'est un peu l'équipe pile ou face en fait, l'Écosse. C'est pile ou face sur savoir s'ils sont dans un bon jour ou pas, si Finn Russell sera dans un bon jour ou pas. Lui qui a pas fait un tournoi à destination non plus extraordinaire, malheureusement, pour l'Écosse. Bah non, mais Brian l'a dit, ils sont très dépendants des résultats de Finn Russell, mais Brian dit on verra dans 5 ans, ouais, mais bon, ça fait aussi 10 ans que l'Écosse gagne rien, quoi. Donc on peut attendre encore 10 ans, à mon avis, ça n'a pas bougé. C'est une équipe qui stagne, en fait. Ok, en fait, je ferais presque le copier-coller de mon analyse de l'Italie, parce que c'est à peu près la même chose. C'est une équipe qui semble-t-il un peu plus costaud devant, avec de bons 3e lignes, avec Fangerson, le pilier, Zander qui est solide, avec Gilchrist en 2e ligne qui est solide. Une super ligne de 3/4, très joueuse, très rapide, véloce. Et encore, il manquait Tuipulotu, même si Jordan l'a remplacé avec brio. Mais c'est une équipe qui n'a pas de banc. Et quand on regarde le contenu et surtout les résultats de cette équipe sur ce tournoi, mais honnêtement, ces matchs-là, ils les perdent, ils perdent ces matchs-là à cause du banc. En vrai, faudra regarder le classement sur les 50 premières minutes. Je pense qu'ils sont tout en haut. Mais non, mais face au Pays de Galles, ils se font très peur face au Pays de Galles. Parce que là encore, il n'y a pas de banc. Quand ils sortent les titulaires, c'est compliqué. Face au 15 de France, ils sont dans le match. Le banc, il n'apporte rien, le banc. Leur banc, il n'apporte rien. Alors oui, il y a ce match un peu en trompe-l'œil en Angleterre. Mais pour le reste, je suis désolé, mais l'Écosse, c'est plus que moyen. Encore une fois, ça propose du beau jeu, oui, mais c'est pas constant. Et proposer du bon contenu, du bon jeu pendant 40-45 minutes, c'est pas suffisant au niveau professionnel et au niveau international. Donc c'est une équipe qui gagne jamais rien, qui est toujours dans le ventre mou, dont il faut toujours se méfier, et qui au final déçoit toujours un peu et qui reste frustrante parce qu'il y a une belle génération et j'ai l'impression que cette génération-là, elle ne gagnera jamais rien. Donc voilà, c'est une équipe qui
qui stagne. Voilà. Elle n'est jamais en progrès, elle n'est jamais en régression non plus, mais c'est pareil en fait, il faudrait créer une case Écosse parce que c'est... Brian l'a un peu dit, c'est-à-dire que tu as un peu ces trois équipes qui dominent France, Irlande, Angleterre. En bas, tu as Italie et plus bas, tu as encore Pays de Galles. Et au milieu, bon, ben, tu as l'Écosse que tu sais pas trop où placer parce que parfois tu te dis ils peuvent aller chercher effectivement les gros, comme ils l'ont fait l'an dernier face à l'Angleterre, comme ils auraient pu le faire cette année ben, face à l'Angleterre encore. Mais par contre, aussi face au Pays de Galles, Italie, ils n'ont pas proposé des choses fantastiques, quoi. Bah, l'Écosse, tu te dis en fait attention, et puis si tu la prends de manière sérieuse, tu gagnes quoi. C'est ça. Et si quelqu'un se chauffe en commentaire à nous faire le classement sur les 50 premières minutes d'Ucination, je pense que, ou sur les 40 dernières, parce qu'il y a une différence, l'Écosse peut passer du tout au tout. Bah, en fait, finalement, la tier list, on va pas s'emmerder, hein, c'est le classement d'Ucination, hein, globalement. C'est ça en fait. Vous emmerdez pas à chercher quoi que ce soit. Hein. On les met où du coup, cette Écosse? Bon. Bon, c'est bof, hein. Enfin, perso, c'est bof. Hein. Et c'est bof devant l'Italie, quoi. C'est bof devant l'Italie. Et ben en parlant d'une nation qui est peut-être un petit peu déçue, parlons de cette Irlande-là, et après on va aborder le cas de l'Angleterre et du 15 de France. Juste avant, tu parlais du banc contre la France qui a fait la différence. Quand tu vois le banc du 15 de France à côté qui fait limite rentrer les titulaires du Stade Toulousain, c'est quand même effarant la différence. On a bien de la chance en France d'avoir cette qualité-là. Parlons de l'Irlande. L'Irlande qui a fini 3ème, et 3ème à seulement 2 petits points de la France. Un tournoi irlandais qui avait pourtant plutôt bien commencé avec une victoire face à l'Angleterre, une victoire en Écosse, une victoire au Pays de Galles, et puis il y a eu ce crash, on va dire, en France, face à la France, pardon, du côté de l'Aviva Stadium, 42 points encaissés face aux Bleus, qui ont été, on l'a revenu sur ce match face au 15 de France, l'analyse est retrouvée sur la chaîne, n'hésitez pas. Ils se sont fait cartonner par les Bleus qui ont été meilleurs. Derrière, ils se sont fait un petit peu peur face à l'Italie, ils sont un petit peu écroulés sur cette fin de tournoi en comprenant peut-être que c'était un peu mort pour aller le chercher. C'est une Irlande qui a dit adieu à certains de ses cadres, on l'a dit contre le 15 de France, il y avait les derniers matchs de 3-4 joueurs du côté de l'Aviva Stadium, c'est une fin de génération du côté de l'Écosse, du côté de l'Irlande pardon, qui continue depuis 1 ou 2 ans. Thomas, cette équipe d'Irlande, est-ce qu'elle t'a déçu ou est-ce que tu t'attendais à ce tournoi-là? Est-ce qu'ils ont manqué? Qu'est-ce qui a manqué à cette Irlande? Faire un doublé. Bah, en tant que bon français, je suis pas forcément déçu, mais non, c'est vrai que cette équipe-là, ouais, j'ai l'impression qu'on est aussi sur une fin de cycle. C'est un peu bizarre, mais bon, déjà, il y a ce gros problème à l'ouverture. Gros problème. Et tu rigoles ou quoi? Ils ont le meilleur espoir du tournoi. Ouais, ça me prenne Prendergast alors. Il était élu meilleur espoir du tournoi, c'est quand même... Ouais, voilà, bon, c'est un joueur qui mérite pas non plus un déferlement, hein. Il est jeune et honnêtement, il est à son niveau, hein. C'est un joueur qui apprend, mais il est trop... Voilà, il est assez faible pour jouer au niveau international, c'est une vérité. Et quand tu n'as pas un bon 10, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il y a fin de cycle, chez Anneli, O'Mahony, Murray qui arrête. Mais surtout, moi j'ai senti des cadres absents, ou en tout cas qui n'ont pas pesé. Bundiaki n'a pas pesé. La troisième ligne, j'ai été vraiment très surpris. Alors Doris s'est envoyé, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on a une troisième ligne qui est quand même assez monstrueuse. Et là, O'Mahony, Van der Fleer, Doris, ils n'ont jamais vraiment pesé. La deuxième ligne, c'est un peu pareil. Alors, Bern a été un peu... a été bon sans plus. McCarthy, c'est un peu raté. James Ryan est passé aussi à côté de sa compétition. Les piliers, c'est pareil. Alors, Furlong est souvent blessé. Porter n'a pas été bon. Alors, Bilham a bien commencé, a mal terminé. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment que les cadres irlandais n'ont pas répondu présent. Et puis, il y a eu... en fait, ils ont commencé la compétition avec un 27-22, une victoire face à l'Angleterre. Alors, on a vu que l'Angleterre, ça a été plutôt costaud sur le tournoi. Mais il y avait déjà des signes. On trouvait que cette Irlande était peut-être un peu moins en place quand même qu'à l'accoutumée. Et ensuite, ça s'est vérifié. Alors, en Écosse, ils gagnent 18-32. Mais voilà, face à l'Italie lors du dernier match, ils se font peur. Enfin, au Pays de Galles, ils se font très peur. Et puis, il y a ce match au milieu face au 15 de France où là, ils explosent et je pense qu'on a vu leur véritable niveau du moment.
Donc c'est un tournoi raté pour les Irlandais. Est-ce qu'aussi la non-présence d'Andy Farrell, l'habituel sélectionneur qui s'occupait en même temps des Lions britanniques, est-ce que ça a pu compter? Je pense que ça a joué. Mais voilà, il y a un peu une fin de cycle, des cadres qui étaient un peu absents, un peu fatigués. Et voilà, c'est une équipe qui a craqué sur la fin. Et je dirais tournoi bof quand même pour eux. Brian, tournoi bof pour cette équipe d'Irlande qui, on a vu sur ce tournoi à la destination, était prenable. C'est ce qu'on a vu dès Voilà. l'ouverture contre l'Angleterre. Je suis entièrement d'accord avec Thomas, je ne veux pas dire grand-chose de plus. C'est même, pour une équipe de ce rang-là, c'est même un tournoi raté de finir troisième, parce que tu les attends à la première marche, tout simplement. Et effectivement, hein, je pense que leur apogée était pendant la Coupe du Monde. Coupe du Monde 2023, avec un numéro 10 de légende, avec un staff qui les suivait depuis un petit moment. Et je pense que voilà, depuis on se cherche, on cherche un renouveau, on cherche à relancer quelque chose, mais on n'y est pas, on n'y est pas. Alors ça reste, on est dur, hein, parce que ça reste quand même une des meilleures équipes du tournoi, un danger à chaque match, mais je pense que cette défaite à domicile face aux 15 de France, ça a été, je pense que ça a été un gros coup sur la tête. Personne n'attendait l'Irlande chez elle, qu'elle prenne autant de points. Donc je pense que le match derrière face à l'Italie, c'est un peu c'est un peu illusoire, ça veut pas dire grand chose. Mais voilà, attention de ne pas tomber dans un cercle un peu vicieux on cherche un 10 pendant trop longtemps, on cherche des joueurs à tel poste pendant un peu trop longtemps, le staff qui se cherche encore trop longtemps, et ça peut durer très longtemps et ça peut faire une équipe qui est moyenne, qui redevient moyenne sur le long terme. Voilà, faut juste faire gaffe parce qu'on va en parler juste après. L'Angleterre, voilà, elle par contre est en train de se relancer. Donc, ouais, je pense que pour une équipe de ce rang-là, on attendait beaucoup plus d'elle et finir troisième en soi, c'est pas un échec. Mais pour une équipe de cette qualité, franchement, c'est un tournoi raté et je pense qu'ils ont leur place dans bof. Ouais. Rude la tier list, rude. Mais bon, on va enchaîner, messieurs. On va parler de l'Angleterre surprenante deuxième. Est-ce que c'est une surprise de voir l'Angleterre à ce niveau-là? L'Angleterre deuxième à un petit point. Ils y ont cru, les Anglais. Ils ont failli y croire. Ils y ont cru notamment après cette victoire lors de la deuxième journée face aux 15 de France d'un petit point. On est longtemps revenu sur cette défaite française du côté de Twickenham. Dans les previews, c'est retrouvé sur la playlist évidemment du 6 Nations. Ils se sont fait peur contre l'Écosse, mais ils l'ont gagné. Ils ont cartonné l'Italie, ils ont cartonné le Pays de Galles. Et en fait, cette Angleterre-là, Thomas, a été... Bon, je sais pas si on peut dire flamboyante, mais a été efficace et a gagné les matchs qu'il fallait, sauf le premier. Cette équipe d'Angleterre a été bonne. Et surtout, je pense qu'elle a retrouvé des certitudes. Parce que là aussi, on se cherchait un peu. Avec Eddie Jones, c'était toujours, on fait dans les vieux pots, voilà, toujours les vieux joueurs, les mêmes joueurs. Et là, il y a eu un peu de sang frais, il y a eu aussi un peu de jeunes joueurs, à l'image d'Henry Pollock, le jeune troisième ligne très brillant avec Northampton qui est rentré, qui marque 2 essais. Donc voilà, il y a eu un nouveau souffle dans cette équipe et honnêtement, ouais, je pense qu'ils ont réussi leur tournoi. Alors, il leur manque effectivement une victoire face à l'Irlande, mais c'est finalement, j'ai eu du mal un petit peu à juger leur tournoi parce que, bon, en Irlande, ils perdent. Bon, on se dit, on a retrouvé l'ancienne Angleterre, voilà, qui est vaillante, qui s'accroche, mais ça suffit pas. Ensuite, il y a cette victoire face aux 15 de France. On en reparlera après, mais enfin, ils ont été très efficaces, mais enfin, ils s'en sortent plutôt bien. Derrière, ils sont très peurs face à l'Écosse. Ils font franchement un mauvais match. Derrière, bon, après, il y a ces 47 points face à l'Italie. Et ensuite, ils finissent très fort face au Pays de Galles. Donc, ils ont été parfois un peu sur courant alternatif. Mais honnêtement, par rapport aux doutes qu'ils pouvaient avoir, il y avait aussi de la pression sur le sélectionneur Steve Borthwick.
bah, ils ont réussi leur tournoi, mine de rien, avec, comme je l'ai dit, surtout des garanties, des certitudes à certains postes, au poste de 10, au poste de 15, au poste d'ailier, au poste de premier centre avec Oli Lorenz qui s'est malheureusement blessé, mais voilà, on l'a vu qui a fait un très bon début de compétition, avec des joueurs aussi devant qui commencent à pointer leur bout de leur nez, et le bout de leur nez et qui s'affirment. Donc voilà, ouais, tournoi, je pense, réussi pour l'Angleterre. On va voir maintenant si ça continue. On verra si ça continue, on verra si l'Angleterre va confirmer. C'est vrai qu'il est dur à juger ce tournoi de l'Angleterre, Brian, parce que bah, finalement, en fait, ce match contre la France, on en parlera peut-être un petit peu après aussi quand on parlera du 15 de France, mais s'ils prennent une pilule, bah, ça aurait pas été très étonnant et ça aurait peut-être été une lecture différente. Contre l'Écosse, ils se font très peur, ça peut avoir une lecture différente aussi en fonction de si la pièce tombe du bon côté, je vais y arriver. Ils cartonnent contre les équipes les plus faibles, donc ça c'est logique. Ils perdent en Irlande, bon c'était la première journée, donc ok. C'est vrai qu'il est dur à lire et c'est peut-être le futur de l'Angleterre, ce qu'ils vont produire dans les prochaines compétitions, dans les prochaines échéances, qui nous feront peut-être avoir un retour un peu plus froid et logique sur ce tournoi des destination. Ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu mitigé sur le terme de tournoi réussi parce que je pense qu'effectivement, c'est plus une surprise. Il est réussi dans le sens où ils ont terminé deuxième. Donc, forcément, c'est pour une équipe comme l'Angleterre qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est réussi. Mais je pense que c'est plus une surprise. Voilà, encore une fois, on ne les attendait pas à enchaîner 4 victoires. Voilà, on ne pensait pas qu'ils allaient terminer deuxième à 1 point de la France, ou même ça aurait été à 1 point de l'Irlande. Les s'en sont bien sortis. Le problème, c'est que alors ça peut être un déclic pour la suite, ça peut être un tremplin, et comme tu le disais, on va voir dans les prochaines années, si ça s'affirme correctement, ça peut faire de l'Angleterre une très 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 grosse équipe. Effectivement, ça peut faire de l'Angleterre qui a fait les belles heures du rugby il y a une dizaine d'années, peut-être maintenant. Voilà. Par contre, dans le cœur du jeu, bah, je suis désolé, c'est loin d'être flamboyant non plus. Alors ça marche, ça fonctionne puisqu'ils ont gagné. On va pas revenir, Thomas en a suffisamment parlé, on va pas revenir sur le match face à la France, mais voilà, c'est ce genre de match où tu gagnes, mais t'es pas serein d'avoir gagné parce que tu sais très bien que dans ton jeu, t'as pas assuré, il y a eu de grosses lacunes, et tu sais que si tu as gagné, c'est aussi parce qu'en face, ben, l'équipe, c'est un peu, On c'est avait un les peu moufles, raté sur certains. on a quand même Et les là, moufles. il y en a eu plusieurs des matchs comme ça. Enfin, c'est pas que des copies parfaites de l'Angleterre à chaque victoire. Donc c'est là où je me dis, c'est bien de les voir à ce niveau-là parce qu'effectivement, comme le disait Thomas, ils ont rien lâché, ils ont remontré ce côté anglais qui lâche pas le morceau et qui se bat jusqu'au bout. Et ça a permis de lancer des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir, comme Finn Smith, hein, qui a fait un super tournoi. Euh, mais il manque encore des choses. Il manque encore de l'assurance. Il manque encore un petit peu d'assurance dans le jeu, d'être sûr de ses choix, d'être sûr de sa tactique de jeu. Voilà. Mais après, effectivement, ça peut être le tournoi qui change tout, qui le remet dans les meilleures nations mondiales, qui les remet dans la course. Et sur ça, voilà, je pense que c'est une surprise. C'est une surprise de les voir à ce niveau-là. Il faudrait une catégorie, en fait, surprise réussie, quoi. Parce que, effectivement, encore une fois, si on regarde le classement, c'est réussi de terminer deuxième. Mais moi, je les mettrais un peu plus dans surprise. Parce que si on reprend les vidéos, je reconnais, je les attendais pas à ce niveau-là. Je reconnais m'être bien planté. Je reconnais avoir apprécié regarder l'Angleterre jouer. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris ce plaisir-là. C'est bon, il reconnaît sa faute. Ça en fera au moins un dans cette émission. Non, mais il y a le fond et la forme, et puis ça peut être le ciment d'un succès futur pour l'Angleterre. Ça peut être aussi vu comme ça, ce tournoi de destination, donc on verra ça, mais ça, il n'y a que le futur qui pourra nous le dire. On est d'accord, Thomas, on les met dans surprise ou tu les mets dans réussite quand même? Ça me choque pas de mettre dans surprise. Après, on parle quand même de l'Angleterre, donc quand on voit quand même la qualité de l'effectif, est-ce que c'est vraiment une surprise? Je ne suis pas sûr, mais c'est pas choquant. Je trouve que Brian a été assez convaincant dans ses arguments. C'est bien Mais une surprise aussi. ouais. Après, on se doutait qu'ils allaient plutôt jouer la troisième place, mais on savait aussi qu'ils allaient disputer une finale éventuellement pour la deuxième place face à l'équipe de France.
Donc voilà, on a été servi, mais bon, les mettre dans surprise, non, ça me choque pas, même si ça reste pour moi une petite surprise. Eh bien écoutez, on pourra retrier un peu à la fin. On va les laisser en surprise et on va parler du 15 de France. Parce que là, on a des choses à dire sur ce 15 de France, messieurs. Un 15 de France qui nous a fait passer par toutes nos émotions sur ce tournoi des 6 nations. Je vais vous afficher les stats de ce 6 nations du 15 de France qui va me permettre de le montrer à mes petits collègues. Là, hop, je leur mets devant eux, comme ça ils l'ont aussi en même temps que je l'évoque. Le 15 de France a battu des records à l'appel lors de ce tournoi destination. Le nombre d'essais dans un tournoi, c'était détenu par l'Angleterre de 2003. Le 15 de France a fait mieux avec 30. Le nombre d'essais pour un joueur sur un tournoi, c'est Louis Bielbiarré 8, qui égale Cyril Nelson Lowe en 1914 et Ian Scott Smith en 1925. Mais c'était le tournoi des 5 nations. Donc c'est quand même un record qui était vieux de 200 ans pour Louis Bielbiarré. Un record de points pour Ramos en EDF qui a dépassé Frédéric Michalak. Un record de différence de points plus 125. Le 15 de France n'avait jamais fait aussi mieux parce que le précédent record c'était plus 95 en 1998. Et 7 victoires dans le tournoi destination depuis l'introduction du tournoi destination pour ce 15 de France qui a fait une bonne impression. Le 15 de France gagne son deuxième tournoi en 3 ans puisqu'ils avaient gagné en 2022 ce tournoi et on se posera la question peut-être de savoir est-ce que c'était mieux en 2022 ou en 2025. Est-ce qu'on en a un peu quelque chose à foutre parce qu'on a gagné les deux? Ça je ne sais pas non plus. Je vous affiche quelques stats pour comparer les deux tournois 2022 versus 2025. C'est pour ça, parce que les statistiques vont permettre d'appuyer peut-être sur certains argumentaires et d'illustrer certaines choses. Le 15 de France a gagné d'une manière un peu différente. Offensivement, le 15 de France a été meilleur qu'en 2022 puisqu'ils ont passé en moyenne 7 minutes 10 dans son camp. Donc moins de temps qu'en 2022, puisqu'en 2022, ils ont passé environ 9,25 minutes dans leur camp. Ils ont passé plus de temps dans les 22 adverses, 5,23 minutes contre 3,06 minutes en 2022. Ils ont passé 12 minutes dans le camp adverse en moyenne contre 10 minutes en 2022. Et ils ont pourtant été plus efficaces en passant plus de temps dans les 22 adverses, puisqu'ils ont marqué environ 3,2 points par entrée dans les 22 contre 3 tout pile en 2022. C'est pas beaucoup, mais ça veut dire que 15 de France était plus efficace en passant plus de temps dans les 22 adverses. C'est quand même assez intéressant. Ils ont pris aussi plus leur temps avec le ballon. 8% de séquences de plus de 60 secondes contre 3% en 2022. Il y a un 15 de France qui prend plus son temps avec son ballon pour construire ses essais. 167 passes contre 114 en 2022. 759 mètres parcourus ballon en main contre 487 en 2022. C'est quasiment le double. Une réussite en touche. 97% de réussite contre 92 en 2022. Il y a 35% des rucks français qui ont duré moins de 3 secondes. Alors qu'en 2022, c'était plus de 80% des rucks. Donc on l'a dit, ils prennent plus leur temps, même dans les rucks. Cependant, défensivement, il y a eu quelques petits craquages, quelques petites mésententes. 15,8 plaquages manqués contre 10,2 en 2022, notamment ce match contre l'Angleterre qui fait gonfler un petit peu les stats, on y reviendra. Le 15 de France a été franchi 25 fois contre 9 fois seulement en 2022. Il y a eu cependant 22 contests réussis contre 32 en 2022 et 18 ballons perdus dans des rucks offensifs contre 9 seulement en 2022. Thomas, c'est un 15 de France différent, mais c'est un 15 de France qui a gagné. Beaucoup de statistiques, je vous le conseille. Alors, bravo pour cette recherche et ce travail de stats, très intéressant. Alors maintenant, là c'est un peu compliqué à analyser, parce que honnêtement, je ne sais pas par où commencer, mais on était quand même dans une posture pas simple. Pourquoi? Parce que déjà, on a vécu une Coupe du Monde ratée. Oui. C'est un échec vraiment cuisant chez nous, on va pas le rappeler, mais voilà, ça fait très très mal à la tête. Derrière, tournoi, destination raté. Victoire de l'Irlande, on perd à domicile face à eux. Deuxième échec consécutif. Ensuite, il y a aussi cette tournée en Argentine, catastrophique, qui a tourné au fiasco, avec aucun enseignement sportif à en tirer. Et surtout un gros mal de crâne derrière et de gros soucis, de grosses remises en question. Donc voilà, donc on arrivait franchement sur ce tournoi avec énormément de pression. Les cadres de l'effectif avaient la pression. Le staff, mine de rien, avait la pression. On nous dira, oui mais non, on l'aurait maintenu, il n'y avait pas de pression, machin. Ça c'est la fumisterie. Il y avait la pression sur le staff. Ça, un point, c'est tout. Ensuite, tournoi impair. Année impair avec 3 déplacements, plus de déplacements en Angleterre et en Irlande. Donc, honnêtement, tous ces éléments-là font que c'était pas simple. Et honnêtement, la mission, c'était de remporter ce tournoi. On l'a fait. De belle manière parce qu'on a retrouvé là aussi quelques garanties, quelques certitudes. Je pense à notre jeu offensif.
Beaucoup avaient remis en doute la présence de Patrick Arletas dans le staff de Fabien Galtier. On a vu quand même si à mon goût, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'exploits individuels de nos ailiers notamment, d'autres joueurs. Et du coup, collectivement, on a vu peut-être un peu moins de mouvements huilés comme on a pu voir ces dernières années. Mais on a retrouvé des certitudes offensives. La défense, effectivement, c'est un petit peu le point noir. L'indiscipline aussi, même si on a été plutôt bon, je crois, sur les 4 premiers matchs, on a été très bon. On était très discipliné, pardon. Notamment contre La l'Irlande, conquête a été- où je crois que tu Ouais, tu c'est concèdes ça. pas grand-chose quoi, par rapport à avoir subi énormément. Quoi. Exactement. La conquête a été très bonne mêlée, très bonne touche. Donc on a retrouvé des certitudes, on le gagne. Seul point noir, effectivement, c'est cette défaite en Angleterre où on est très très frustré. Moi j'aurais préféré la perte de 20 points parce que franchement, perdre d'un point en regardant les occasions qu'on rate, franchement ça fait mal. Mais pour moi c'est un tournoi très réussi pour les Bleus et on est franchement content de ce résultat. Ouais. La petite différence aussi avec 2022 que j'ai pas noté, c'est qu'en 2022, tu fais le grand chelem. Et là, tu as cette défaite en Angleterre qui, on l'avait dit quand on avait analysé le match de l'Angleterre à chaud, je m'en rappelle, c'est qu'elle est difficile à analyser cette défaite en Angleterre parce qu'elle est un peu à double lecture où tu sens qu'en fait, tu avais un peu les moufles, tu la perds un peu tout seul, enfin, tu le perds un peu tout seul ce match-là aussi, il aurait pu être complètement différent. En fait, ce match en Angleterre me rappelle un peu le Paris Saint-Germain au football, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une inefficacité absolue, et du coup, ce qui fait ressortir un petit peu des critiques. Et au final, en fait, tu te dis si t'avais, bon, avec des signes en Coupe du Bois, mais si t'avais eu cette efficacité, on n'aurait rien dit, ça aurait été vraiment très très solide et ça aurait été une victoire vraiment, je pense, assez large du 15 de France en Angleterre. Cependant, t'as ce match en Irlande qui sauve un peu aussi l'image parce que tu as été très très solide en Irlande, tu as fait un vrai match de patron, c'est peut-être le meilleur match depuis très très longtemps et un gros match référence pour le 15 de France, Brian. Je t'affiche la déclat de Galtier aussi, qui dit, je cite, je pense que l'équipe d'aujourd'hui est meilleure que celle de 2023, elle a progressé justement parce qu'elle elle est passée par la Coupe du Monde 2023 et aussi par le tournoi difficile de 2024. Cette équipe est meilleure qu'avant. Est-ce qu'il y a eu de la progression dans cette équipe? Est-ce que Fabien Galtier a raison? Oui. Tu veux peut-être m'entendre rarement dire que Fabien Galtier a raison. Non, mais oui, il a entièrement raison. L'équipe est plus forte que celle de 2023. Après, ça dépend comment tu vois le terme plus fort. Elle est plus forte individuellement, ça, il n'y a pas de souci, parce qu'on a même progressé à certains postes. Je pense notamment à Yoram Moefana qui est en train d'exploser. Pourtant, ça fait un moment qu'il est à ce poste en équipe de France. Il n'a jamais été aussi bon. Louis Bielbiarré, ah, n'en parlons pas, il est encore meilleur qu'avant. Enfin bref, il y a à peu près tous les postes où ils ont progressé. Collectivement, je ne sais pas si on est plus fort qu'en 2023. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est difficile de faire toujours mieux. Ça fait 5 ans que l'équipe de France, collectivement, est à son meilleur niveau. Voilà, après, ça ne veut pas dire que ça passe toujours. Par contre, si on compare avec le tournoi de 2022, le tournoi de cette année n'est pas meilleur, n'est pas mieux que celui de 2022, parce que Il est 2022, tu as différent. fait le grand chelem. Tu as fait le grand chelem en 2022. Alors là, tu as peut-être passé plus de temps dans les 22, tu as peut-être été plus réaliste, tu as peut-être fait ci, fait ça. Ouais, mais en 2022, il y avait le grand chelem. Et je suis désolé, au rugby, ça change tout. Alors, ça veut pas dire que le tournoi est loin d'être. Il n'est pas raté du tout, et il est réussi. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand tu penses au tournoi, quand tu vas penser au tournoi de l'équipe de France en 2025, tu vas te dire, oh ouais, il est gagné, mais on a perdu d'un point face aux Anglais. Et ça, c'est un petit peu, je suis un peu d'accord avec Thomas quand il disait j'aurais préféré perdre de 20 points. Ouais, parce que là, tu te dis que le Grand Chelem était à la portée et que c'est juste une erreur de parcours, quoi. Voilà, ça arrive, mais c'est dommage. Après, voilà, cette équipe est bluffante, cette équipe est exceptionnelle depuis, comme je l'ai dit, plusieurs années maintenant. Cette équipe continue de rassembler. Il est aujourd'hui quasiment impossible d'avoir des billets pour aller voir l'équipe de France au Stade de France une semaine avant le match. Hein. Il y a quelques années, tu pouvais te pointer le soir même, tu avais des billets pour aller voir l'équipe de France au Stade de France. Voilà, donc ça montre aussi cet engouement qu'il y a autour des Bleus depuis quelques années maintenant. Et voilà, il faut que ça continue comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut gagner le tournoi chaque année, parce que, mine de rien, il fallait le gagner cette année. Le staff avait la pression, comme disait Thomas, hein, il fallait le gagner, parce que tu as une génération en or. Après, tu le gagnes il y a 3 ou 4 ans, tu le gagnes cette année. Entre-temps, tu finis à chaque fois deuxième.
bon, quand même sur la longévité de l'équipe, c'est pas trop dégueulasse, quoi. C'est assez propre ce qu'ils sont en train de faire. Alors tu auras toujours cette tâche au tableau, au niveau de la coupe du monde, hein, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc ça promet pour la suite. Il y a, je pense qu'on n'a jamais eu un banc aussi fort, aussi, que cette année et je pense que ça a tout changé. Du moins ça a changé beaucoup de choses. Donc c'est très positif pour la suite, c'est très positif pour la coupe du monde qui arrive mine de rien très, 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 très vite, dans 2 ans. Hem, voilà, donc c'est une équipe plaisante à voir, c'est mérité pour cette, génération, c'est mérité mine de rien pour le staff aussi. Heu, donc il y a pas grand chose à redire sur la performance de l'équipe de France, maintenant il faut la continuer dans la durée. 9,5 millions de téléspectateurs dans France-Écosse, nouveau record d'audience pour France 2 sur un match destination. Voilà, comme ça corrobore avec ce que tu disais sur la popularité de cette équipe de France qui continue à croître d'année en année, de match en match. Et ça, c'est plutôt sympathique pour le rugby français, et on le voit aussi avec l'émulsion qu'il y a du côté du top 14. Ça peut aider aussi. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur le 15 de France? Oui, il y a le petit déclin en Écosse. Bon, c'est le match de l'Écosse, on l'a pas débriefé, je sais pas si vous voulez revenir dessus, notamment ce carton rouge de Movaka qui a fait un petit peu parler. Parce que le 15 de France avait la pression finalement contre cette Écosse-là, et ça aurait pu se passer autrement si Movaka avait pris rouge. Je sais pas, messieurs, si vous avez envie de rebondir dessus, Thomas. Il y avait rouge pour Movaka, comme ça sur le sujet après. Ah, si c'est rouge, c'est pas scandaleux. Mais je pense aussi qu'il y a un petit cinéma quand même de Ben White au sol. Relève quand même très vite le bougre, donc ça aussi, ce sont des images qu'on n'aime pas voir, qui sont de plus en plus fréquentes. C'est assez pénible. Et après, honnêtement, s'il y avait eu un carton jaune pour Peato Movaca et un carton jaune pour Thomas Ramos, ça n'aurait pas été de trop non plus, parce que la faute, elle vient aussi de Ramos. Elle est très évitable et ça aurait pu nous faire très très mal. Voilà, après, on parle aussi de détails. Voilà. C'est les détails. Bon, on va rentrer un petit peu dans le détail du coup des individualités de ce 15 de France là, parce qu'il y en a certains qui se sont dégagés, on l'a dit, c'était un tournoi qui a peut-être été gagné aussi par des individualités. Je remets en lumière François Cross qui a encore fait un match super contre l'Écosse, 10 sur 10, 100% au plaquage. Il a été monstrueux contre l'Irlande, mais monstrueux c'est faible, c'est à côté de la performance de François Cross. Il a fait un tournoi très très solide. Ça a été extrêmement, extrêmement fort. Lui qui a passé un mémoire en podologie le lendemain de France-Irlande, quand même. En Irlande-France, faut quand même le souligner. Double casquette, monstrueux absolument partout. Brian, c'est un François Cross magistral. 5 étoiles. C'est le genre de joueur que chaque équipe aimerait avoir dans ses rangs. Ouais, il est monstrueux, il fait le travail de l'ombre en fait. C'est pas lui la star de l'équipe de France, mais par contre sans lui l'équipe de France n'est pas l'équipe qu'elle est aujourd'hui. Il est partout, il est absolument partout. Je propose à n'importe qui de re-regarder les matchs juste en se focalisant sur François Cross, juste en regardant que ce joueur. Et là, on se rend compte de ce qu'il fait tout au long du match et de ses actions qui sont complètement décisives. Donc ouais, mais après, c'est pas non plus une surprise. Voilà, ça fait des années qu'il est omniprésent et qu'il a jamais quasiment lâché sa place de titulaire. Donc oui, c'est un atout indéboulonnable de l'équipe et on est bien content de l'avoir dans les rangs, quoi. Un autre mec qui a fait 100% de package sur ce tournoi, c'est Romain Tamac. Voilà. Qui est revenu avec le 15 de France, Thomas. Qui a appris ce rouge contre le Pays de Galles qui lui a coûté 2 matchs. Mais c'est Romain Tamac qu'on a trouvé quand même plutôt performant sur ce tournoi. Pour un retour en équipe de France, sachant qu'il a dû changer de compagnon de charnière aussi en cours. Plutôt pas mal. Ah ouais, mais Romain Tamac a eu un peu de déchet dans son jeu. On sent que peut-être qu'il n'a pas retrouvé la pleine possession de ses moyens. En tout cas, il est peut-être un peu moins offensif. Il attaque peut-être un peu moins la ligne. C'est peut-être aussi ce qu'on lui demande. En revanche, on en revient toujours au même, mais sur les fondamentaux, sur les bases, c'est un joueur qui certes est sobre, mais qui en tout cas, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il le fait simplement. En fait, il rend les choses un peu plus simples et voilà, avoir un ouvreur qui réalise 100% qui réussit 100% de ses plaquages, c'est fort parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, les demi d'ouverture sont quand même très, très visés. Donc voilà, c'est un joueur qui peut-être a pas encore retrouvé son niveau d'avant, mais voilà, il a rendu les choses beaucoup plus faciles à ses coéquipiers et tout ce qu'il a entrepris,
bah, c'était assez propre. Donc, content pour lui parce qu'il a quand même traversé des périodes difficiles. Et, c'est bien aussi pour le 15 de France. Bien sûr, pour le 15 de France, bon, il y a 2-3 noms qu'on peut évoquer tranquillement dans ce 15 de France. On reviendra après peut-être sur d'autres personnes dont vous voulez parler, mais on va parler du Yoram Moefana, Brian. C'est quand même... on l'attendait, on l'a dit avant ce tournoi-là. Il nous fallait le tournoi, la compétition, pardon, référence pour Yoram Moefana, qui était peut-être parfois jugé un peu trop neutre dans certains matchs. Bon, bah là, taille patron. Yoram Moefana, c'est l'un des joueurs du tournoi. Ça a été extrêmement solide. Il a été trop fort. Exceptionnel, il est exceptionnel. Alors, ça fait plusieurs années qu'il a sa place au centre, et un petit peu à l'image de son jeu à l'UBB, il est bon, mais on sait très bien que derrière, il y avait un potentiel inexploité par le joueur et qu'il était capable de faire beaucoup plus. Et ben voilà, il l'a montré en un tournoi, et je pense même qu'il n'est pas encore à son prime, mais bon, ça on va pas trop lui en demander pour l'instant. Ouais, il est partout, il est présent au plaquage, il est présent en franchissement, il est bon en premier centre, en relayeur. Franchement, c'est le joueur complet par excellence, le centre complet par excellence. Je vois pas trop ce qu'il a comme déchet, qu'il a eu comme déchet pendant ce tournoi. Il est super plaisant à voir jouer, et surtout il fait taire toutes les critiques. Bon, il n'y en a pas eu non plus énormément, j'exagère, hein, mais voilà, qui disaient que Yoram Moefana n'avait peut-être pas sa place, ou qu'il fallait changer, ou qu'il pouvait faire mieux. Ouais, ben voilà, là il a prouvé à tout le monde qu'il avait pour le coup sa place en premier centre. Et voilà, juste pour parler vite fait d'un autre joueur, hein, la paire de centre Moefana-Ficou, Ficou-Moefana, mine de rien, elle marche bien, même si Ficou n'est pas exceptionnel. C'est une paire de centres qui fonctionne, et même si Barassi a fait un très bon tournoi, voilà, on a la chance d'avoir des centres exceptionnels dans cette équipe, d'avoir un gros réservoir. Ficou a fait du bien quand il est revenu. Il revient mine de rien en forme. C'est pas la même forme qu'il a, en tout cas, au Racing 92. Et je trouve que, en tout cas, l'assemblage de cette paire de centres fonctionne bien, et c'est peut-être un petit peu ce qui nous a manqué au début du tournoi, puisqu'effectivement, Barassi et Moefana n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et c'est comme une charnière, hein, voilà, c'est le genre de poste où il faut absolument une complémentarité. Là, elle y est avec Ficou, donc à voir s'il ira jusqu'à la Coupe du Monde, je suis curieux, mais en tout cas, Moefana a largement sa place, et s'il continue comme ça, sincèrement, hein, et je pense qu'il risque de devenir l'un des meilleurs centres au monde, ou peut-être le meilleur centre au monde, s'il n'y a pas trop de concurrence. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Thomas a tiré une tête sur le très bon tournoi de Pierre-Louis Barassi de la part de Marianne. Bah allez Thomas, je te laisse sur la paire de centre. Je suis pas tellement d'accord. Alors, Barassi a fait le job, mais sans plus. Voilà. Et on a senti aussi que la connexion se faisait pas très bien entre les deux centres, notamment en défense. C'est normal, hein, ils jouent pas ensemble. Barassi a été appelé aussi, et voilà, il joue à Toulouse, Moefana joue à Bordeaux, donc il faut forcément une connexion. Bon, voilà, on en attend plus, et honnêtement, quand je parlais de garantie tout à l'heure, je parlais à certains postes, je parlais de Guillard par exemple qui a gagné sa place, de Gros qui a gagné sa place. Par contre, il y a deux postes en suspens, c'est le poste de pilier droit et c'est le poste de 3/4 centre. Parce que au poste de 13, si aujourd'hui vous avez été convaincu par Ficou, moi je suis pas du tout de cet avis, hein, parce que Ficou c'est censé être le patron de la défense. En défense, il a été en difficulté. Il crée un essai, c'est lui qui offre ce premier essai. Heureusement, hein. Heureusement qu'il offre cet essai, parce que son match, sinon, il est raté. Parce qu'en défense, il n'a pas été bon. Il tente une interception qui était bien sentie, il fait en avant. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait des garanties au poste de numéro 13. D'ailleurs, on en parle toujours, hein. Après, quand il y avait Barassi, on parlait encore de Deporter, on parlait de Gailleton. C'est pas pour rien. C'est que à ce poste-là, moi, je pense que effectivement, Moefana a gagné sa place en 12. Les critiques dont parlait Brian, elles étaient, du moment qu'elles sont constructives, elles étaient légitimes, parce que on en attendait plus de lui. Clairement, il lui manquait des matchs références, parce qu'être bon face aux petits, bon, c'est bien, mais on attendait des gros matchs. Il l'a fait, il a répondu présent. C'est assurément l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Bravo à lui, moi je suis très content. En revanche, au poste de 13, moi je suis pas sûr qu'on ait des garanties.
Il y a du monde, et le premier qui sortira une bonne performance va peut-être gagner des très gros points en ce poste de 13. De Porter pourrait être tenté puisqu'il joue avec Moefana du côté de l'UBB. Il y a Gailleton, tu l'as dit. Et à voir si Ficou retrouve un niveau. Il y a aussi l'objectif, enfin la vision 2027. Et est-ce que Ficou sera là dans cette Coupe du Monde 2027? Peut-être que jouer au Racing en ce moment, ça aide pas vraiment. On verra. Ficou est revenu de blessure, etc. Donc il y a peut-être ça aussi. Barassi, on verra si ça va sur le long terme confirmé. Est-ce que Barassi peut faire une Moefana, c'est-à-dire être un peu neutre sur ce premier match et avoir ce truc référence qui arrive à un moment donné. Avec ce poste de 13, il va poser plein de questions et on verra tranquillement qui va aller s'installer. Messieurs, on peut parler de, je sais pas, Thomas, tiens, on sait que tu l'adores, je te lance sur Jean-Baptiste Gros. Ouais, bah, ce tournoi a réussi et je pense sincèrement qu'il a gagné sa place de titulaire. Parce que bon, Cyril Bay a été souvent blessé malheureusement. Et il y avait quand même des doutes aussi au poste de pilier gauche. Mais il fait un tournoi de titan. Hein. Honnêtement, voilà, très solide en mêlée. Dans le jeu, voilà, il s'est montré très mobile, très adroit. En défense, il n'a pas laissé sa part au chien. Franchement, non, il fait un très très bon tournoi. C'est vraiment pour le coup, là, on peut vraiment parler de surprise parce que on aurait pu se dire, ouais, il aurait pu tenir le premier match et exploser ensuite. Non, c'est pas le cas. Donc, non, très très bon tournoi de sa part, je suis très content. Et honnêtement, là, je pense que entre Jean-Baptiste Gros et Cyril Bay à gauche, on a du monde. Et voilà, à voir ce qui suivra aussi derrière. Mais franchement, content pour lui. Avant qu'on aborde notre équipe type du tournoi et d'autres petites choses qui ont fait un petit peu polémique entre guillemets, de qui voulez-vous parler? Si vous avez parlé encore d'un petit joueur dont on va pas parler, on va pas parler de Louis Bielbiarré évidemment, mais bon, je veux dire, tout le monde parle tellement de Louis Bielbiarré qu'on n'a plus de superlatifs pour décrire le tournoi de l'ailier bordelais, c'est pour ça qu'on n'a pas trop attardé dessus. Je sais pas, est-ce qu'il y a un nom que vous avez envie de ressortir un petit peu sur ce tournoi de destination, côté français? Je pense qu'il faut chapeau bas aussi à Guillard, quand même, qui, qui s'est montré, je pense, que beaucoup de monde a découvert. C'est un joueur qui a d'abord commencé sur le banc et qui a fait une entrée tellement explosive, tellement exceptionnelle, qui a fini par la fin de match. Donc, c'est très très fort. C'est exactement ce qu'on attend d'un joueur à ce poste-là, d'être percutant, d'être solide, de savoir casser la ligne défensive, de savoir mettre son équipe à l'avancée. C'est un joueur qui faisait déjà bonne impression en club, mais forcément en équipe de France, on savait pas trop ce qu'il valait. Là, je pense sincèrement qu'en deuxième ligne, il est en train de faire bouger la hiérarchie, et tant mieux, parce que c'est grâce à ce genre de joueur qu'on arrive aussi à avoir un banc qui est aussi qualitatif que le 15 de départ. Donc bravo, 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 et surtout ça promet quand même une progression. Il est jeune, voilà, 24 ans, ça promet encore de belles choses pour l'avenir, parce qu'il risque encore la marge de progression est encore grande, mais ce qu'il montre déjà aujourd'hui, voilà, si on a terminé premier de ce tournoi, c'est en partie grâce à des joueurs comme Michael Guillard. Moi, je me souviens Greg Aldrit qui avait été sorti de la feuille de match sur les derniers matchs de l'Automne Series et qui a fait quand même un tournoi de destination plutôt solide. À son grand âge, enfin il n'est pas non plus si vieux que ça Greg Aldrit, mais on l'attendait aussi, 28 ans, il a répondu présent, ça a fait plaisir de retrouver un bon Greg Aldrit, évidemment est un des cadres de cette équipe. Messieurs, on les met où dans cette tier list le 15 de France? Très réussi? Pour moi, c'est très réussi. Ouais, c'est très réussi, forcément. Eh bien, très réussi. Pas... Allez, parlons des choses qui fâchent. Sam Prendergast, est élu meilleur espoir du tournoi. Voilà, mais je sais pas, vous avez quelque chose à dire sur... pour lui. Bon, c'est un sketch. Devant Michael Guillard, Blair Murray et Tom Jordan, voilà. Non, mais c'est un sketch. Qui vote? Le public, des mecs borgnes, j'en sais rien, mais... Un panel de représentants et de joueurs. Voilà. C'est de l'enfumage, franchement, mais les mecs, regardez les matchs, c'est un peu comme les mecs en commission de discipline qui vont venir t'apprendre le rugby. Les mecs, ils ont jamais foutu un pied sur le terrain. Ils foutent des suspensions, ils savent même pas comment. Voilà, c'est... Franchement, même ne pas mettre Guillard, je trouve ça déjà un peu scandaleux. Mais alors, voter le pire des quatre, franchement, c'est fort. Ouais. Mais c'est une belle performance.
Le truc, c'est surtout qu'à côté de lui, tu avais des joueurs qui ont fait un tournoi exceptionnel. C'est pas vraiment contre lui. Voilà, lui, il a son niveau. Mine de rien, s'il est là, c'est pas pour rien. Mais c'est à côté, c'était difficile de pas élire un des trois autres, quoi. Donc, c'est assez surprenant. Après, voilà, tant mieux pour lui. Si ça peut lui permettre d'exploser l'année prochaine, bon, et de devenir le numéro 10 titulaire de cette équipe d'Irlande que l'équipe cherche tant mieux. Hein. Il y a deux Et choses. d'ailleurs, Vas-y. la citation, entre guillemets, J'allais en parler, j'allais y revenir. j'ai l'impression que c'est un peu du chat GPT. Donc, bon, franchement, j'ai l'impression de lire une IA, mais bon. Voilà. Est-ce que c'est l'IA qui a choisi Franchement, tu remplaces ça par n'importe quel joueur, ça passe. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'était la citation que je voulais revenir. Et moi, j'ai toujours un problème en fait avec le fait que ce soit parfois les joueurs qui votent. Parce qu'en fait, je suis même pas sûr que les joueurs parfois regardent les matchs. Ils ont pas le temps forcément, c'est un week-end parfois de regarder les matchs. Donc comment ils votent? Bah oui, après. Ouais, non, mais après, ça dépend. Hein. Si t'as 25 joueurs irlandais qui votent, c'est logique. Hein, mais... Non, bon, je sais pas. Je sais même pas quoi en penser. Franchement, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ah, même lui sur la photo, il croit pas. Non, mais arrêtez. Ouais, non, mais bon. Le pauvre, il est même gêné pour lui, quoi. C'est dire. Non, mais le BKT, c'est parce que c'est Ligue 2 BKT en fait. C'est le meilleur joueur de Ligue 2 BKT. Ah oui, tout le temps, c'est tout. Bon, il y a un autre truc qui a fait un petit peu débat. Je profite, merci à Gauthier Bonin de faire tous ses visuels et tous ses tweets. Il m'a régalé encore une fois pendant le tournoi. C'est le meilleur joueur du tournoi de destination, Louis Bielbiarré, Blair Kingan, Tommaso Menoncello et Tommy Freeman. Je ne savais pas qu'il n'y avait aucun avant dans le rugby. Pardon, mais ça aussi, Brian. Je peux comprendre qu'il y ait ces joueurs-là. Et c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait vraiment aucun avant, quoi. Alors, les trophées individuels dans le sport collectif, moi, ça me gêne toujours. Ça me fait toujours un peu chier parce que... Voilà. Bon, voilà, c'est quand même un collectif, surtout sur ton destination qui a performé, mais... Bon. Il n'y a pas un gros, quoi. Ils sont les gros. Je comprends très bien la réflexion et elle est légitime et on est dans un sport collectif et dans un tournoi et dans une époque où le rugby se joue d'abord, mais vraiment d'abord devant, avant de se jouer derrière. Le match des avants, le rugby aujourd'hui, le rugby des avants est super important et primordial et surtout bluffant, je trouve. Aujourd'hui, on a des avants de classe mondiale qui... je sais pas comment ils font pour être aussi propres dans leur jeu. Ceci dit, tu ne peux pas ne pas dire que le meilleur joueur du tournoi n'est pas un de ces quatre, tellement ils ont marqué de leur empreinte le tournoi, ont fait rayonner leur équipe au niveau mondial. Je veux dire, on parle de l'image du rugby aujourd'hui qui est Antoine Dupont. Je suis persuadé qu'au niveau mondial, même des gens qui regardent le rugby que d'un œil, ils savent qui est Louis Bielbiarré parce qu'il a battu le record du nombre d'essais de patati patata, parce qu'il court plus vite que tout le monde. Voilà. Donc, c'est... mine de rien, t'es obligé de récompenser les joueurs qui marquent le plus d'essais et qui sont le plus impressionnants à la télé. C'est comme, je fais cette comparaison un peu bancale, hein, mais c'est comme au foot, t'as jamais de défenseurs qui sont ballon d'or. Bon, mais voilà, pourtant ils sont tout aussi importants et tu ne peux pas jouer sans ces autres postes clés. Ben là c'est pareil, donc je comprends la remarque, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement et je suis d'accord avec toi sur le fait que les récompenses individuelles dans un sport collectif, il y a un truc qui va pas bien, un truc qui colle pas. Bon Thomas, on est d'accord avec ça? Tu veux ajouter? Bon, le rugby commence derrière, c'est bien connu. Ouais, oui, non, mais Brian a bien expliqué le truc. C'est vrai que c'est pas sexy de mettre un François Cross, en fait. La réalité, elle est là. Mais bon, par exemple, mettre un Tommy Freeman plutôt qu'un Maro Itoje ou un Curry, par exemple, voilà, ça laisse à désirer. Mais bon, on est dans la continuité de ce que tu nous as montré avant, de toute façon. Et... Je sais pas qui vote là. Voilà. Je sais pas quelle sera la justification. Ouais, c'est la même phrase. Honnêtement. Ouais, mais je conseille à tout le monde de regarder un peu le palmarès justement des meilleurs joueurs du tournoi destination. Il y a quand même pas mal de surprises avec des équipes qui terminent 4e, 5e, voire 6e. C'est arrivé avec un Italien qui entraîne les 3/4 de Toulon, Andrea Massi, qui avait été élu meilleur joueur du tournoi. L'Italie avait terminé 6e. Enfin voilà, il y a quand même de belles pépites et des choses assez étonnantes. Puisque déjà côté français, par exemple un joueur comme du Sautoir n'a jamais été élu joueur du tournoi. C'est quand même très marrant. Quand on regarde un peu 2011, Andrea Massi, Italie 6e.
Et ensuite, on a l'Écosse qui finit plusieurs fois 4e avec 3 joueurs qui sont élus meilleurs joueurs du tournoi. L'an dernier, Meloncello qui est très très bon, mais l'Italie termine 5e, meilleur joueur du tournoi. Bon, c'est un peu du pifomètre. Et honnêtement, voilà. C'est vrai que t'as plus de mecs qui ont gagné le tour destination, qui ont été élus meilleurs joueurs en terminant 4e ou 5e qu'un mec qui a fait le grand chelem. Ouais, non, mais c'est. C'est vrai, bon. Enfin, voilà. Bon, les récompenses individuelles, vous l'avez compris, dans le rugby, enfin dans les sports collectifs globalement, c'est un peu n'importe quoi. J'ai oublié de vous montrer un truc pour le 15 de France. C'était ce tweet. Génération 2030, donc c'est à peu près une liste de joueurs avec leur âge lorsqu'on sera en 2030. On voit qu'il y a encore du gros, encore du Tatafou, encore du Tuilagi, encore du Gazzotti, du Jalibert, du Nolan Le Garrec, du Atisogbe, du Moefana, du Porter, du Bielbarré, du Barré. On l'a dit, cette génération française, elle est très forte, elle est très jeune. Et ça, c'est très bien pour le futur. Après, on avait dit la même chose pour l'équipe de France en 2018 au football. Bon, t'as la moitié qui ont fini en prison et l'autre moitié qui ont fini en dépression. Donc on espère pas le même futur pour les joueurs du 15 de France. Moi, j'ai du mal avec ça. Moi, j'ai du mal avec ça, avec ces projections 2030. On ne sait pas où seront ces mecs. Hein, ah oui, bah oui. Il y en a peut-être qui auront fini leur carrière, il y en a qui seront peut-être blessés gravement, il y en a qui seront peut-être en National 8. Honnêtement, on n'en sait rien. Moi, j'ai toujours du mal avec ces projections. C'est très bien. On a des grands talents. On a aussi des UV1. Là, oui, je voulais en toucher un mot aussi. Voilà, dans la compo, je ne suis pas sûr qu'il y ait un UV1 qui ait remporté le tournoi présent dans cette liste. Donc, voilà, il faut quand même aussi se méfier. On a aussi beaucoup parlé de Noah Néné, le 3/4 centre qui avait été appelé. Ça avait été un peu la surprise. Laissez-lui faire ses preuves aussi, parce qu'il n'est pas arrivé, loin de là. C'est un joueur qui a un gros potentiel, mais il n'est pas arrivé. Et on se souvient qu'effectivement, on a eu par le passé, mais dans le rugby aussi, des joueurs avec des énormes potentiels. Et au final, ils se confirment pas. Ils sont pas dans le 15 de France. Donc, exactement. Ça montre le réservoir quand même assez important. Je voulais toucher un mot des U20 avant de passer sur votre équipe du tournoi. Ça, c'est la belle surprise aussi. Hein. S'y attendait pas, parce que les U20 allaient chercher ce tournoi destination avant la dernière journée. Ils l'ont fait doubler pour la France. Brian, ça c'est quand même merveilleux. Ouais. Bon, après, ça fait quelques années qu'on a une génération du vin doré également, comme les grands. Et c'est un petit peu depuis qu'on a ce réservoir qui cartonne au niveau international qu'on a aussi une équipe de France chez les grands qui explose également et qui fait de grandes choses. Donc, mine de rien, les classements sont un peu similaires. Les équipes U20 qui galèrent un peu, entre guillemets, à part l'Irlande qui va me faire mentir, mais a des difficultés également pour avoir un réservoir de joueurs pour plus tard. Donc c'est très bien que l'équipe de France cartonne en U20. On découvre des joueurs, des joueurs qui expriment leur plein potentiel, qui parfois n'ont pas énormément de temps de jeu en club ou qui sont dans des clubs qui sont un peu moins médiatisés. Donc c'est ça qui est bien aussi, ça leur permet d'exprimer tout leur potentiel. Et voilà, ça permet, comme disait Thomas, hein, de jeter un œil dans cette équipe pour voir quelles seront les pépites l'année prochaine et dans les prochaines années. Parce que il a raison, hein, l'équipe qui va jouer la Coupe du Monde en Australie est loin d'être définie et je pense que certains postes risquent d'être chamboulés par des petits jeunes qui arrivent et qui risquent de montrer de quel bois ils se chauffent. De toute façon, ça peut aller très vite, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, donc il faut se méfier sur les projections. Mais Thomas, cette équipe U20, on a eu chaud contre l'Écosse, c'était quand même un match à points, très très beau match. Et puis on a eu de la chance que le Pays de Galles nous sorte un bon match contre l'Angleterre pour permettre de les battre. Ah ouais, bah merci le Pays de Galles, c'est une vraie surprise. Hein. Mais après, bon, on a un tel réservoir que malheureusement, depuis quelques années, je trouve qu'on change beaucoup. Le 15 de départ et le groupe des 23, des U20, ce qui fait qu'on a peu de stabilité. On voit beaucoup de joueurs, c'est très bien, mais c'est vrai que je regrette un peu le fait qu'on ne maintienne pas certains joueurs à certains postes. Mais voilà, Brian a tout dit, il y a des joueurs super intéressants, une belle ligne de 3/4, des super arrière, Yonet Chegaray, dont l'avenir s'annonce radieux. Il y a aussi de très bons jeunes. Maintenant, continuons à les faire jouer en top 14, voire en Pro D2, et puis en espérant aussi qu'ils soient épargnés par les blessures et les méformes. Et puis voilà, le rugby français, pour le moment, se porte assez bien d'un point de vue sportif. Le rugby français se porte plutôt bien. Alors messieurs, on va passer à la dernière chose, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Vos compos types. Je sais pas si j'aligne les deux ou si je vais montrer d'abord celle de Brian qui est juste là, qui nous a mis 7 compos types. Brian, je te laisse expliquer ta compo.
Ben, écoute, je pense que les compos de chacun les compos types ne vont pas trop varier parce que, il y a quand même énormément de joueurs qui sortent du lot, qui ont montré vraiment leur qualité. Je pense que le 8 de devant, à moins que je me trompe peut-être à 1 ou 2 postes, mais je veux dire, c'est quand même un 8 de devant qui est très, très, très costaud et qui sort largement du lot. Après voilà, derrière, il y a peut-être, quelques débats, j'ai vu quelques compos types, de gens qui ont mis, Gibson Park à la place d'Antoine Dupont, pourquoi pas? Je trouve quand même qu'Antoine Dupont avec un match de moins sur le tournoi a quand même, a quand même écrasé la concurrence, de par son talent. Finn Smith, c'est un petit peu, allez, pas la révélation puisqu'apparemment c'est pas lui la révélation au poste de 10 dans ce Finn tournoi Smith donc avec 2 N, hein, précise. Ouais, ouais, Finn Smith avec 2 N, oui, oui, exactement. C'est un autre joueur en fait, c'est un petit joueur que vous connaissez pas encore. Euh, non, mais pareil, il a pendant longtemps au poste de 10 en Angleterre, on parlait de la concurrence entre Ford et un autre Smith, Marcus Smith. Ben voilà, ben pour l'instant, on va falloir faire avec Finn Smith qui fait plutôt bien le travail, qui est très quali. Après, voilà, derrière, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France, hein, on en parlait tout à l'heure, on va pas y revenir dessus, mais Moefana qui fait un match exceptionnel, qui fait un tournoi exceptionnel, Louis Biarri qui est en passe de devenir peut-être le meilleur joueur du monde à son poste. Je m'avance un petit peu. Thomas Ramos, pareil, je pense qu'il l'est déjà. Et voilà, et sur les ailes, Tommy Freeman hein, qui fait un sacré tournoi aussi. Et je pense que, on en parlait tout à l'heure, l'Italie, je disais justement qu'il y a des joueurs qui s'imposent au niveau mondial à certains postes, qui fait que justement c'est pour ça que cette équipe peut espérer de meilleures choses à l'avenir. Mais euh, voilà, Menoncello, c'est ce genre de joueur, peut-être avec Canone aussi qu'on aurait pu mettre. C'est les joueurs qui font avancer cette équipe d'Italie. Je pense que voilà, ils ont leur place dans un 15 de type, mais dans un tournoi aussi disputé que le tournoi Destination, pour gagner sa place dans un 15 de type, faut être quand même très très fort. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, bah, Thomas, je te laisserai détailler ta compo pour toi type dans ce tournoi. Pour ceux qui n'ont pas le visuel. Ouais, Salut. en première ligne, j'en ai parlé, mais Jean-Baptiste Gros, au talon Dan Sheehan, qui a été vraiment l'Irlandais qui a surnagé la compétition. Et à droite, Will Stewart, l'Anglais, plutôt une surprise parce que c'est un joueur qui avait du mal à confirmer au niveau international et honnêtement, là, il a été solide en mêlée et surtout très bon dans le jeu. Donc, je pense que voilà, il n'y avait pas énormément de choix finalement à droite. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément un joueur qui avait surnagé, mais voilà, j'ai voulu récompenser Stewart. En deuxième ligne, alors j'ai mis Itoge parce qu'Itoge a joué en 4 parce qu'Itoge a joué déjà tous les matchs et surtout qu'il a retrouvé son niveau. Je le trouvais en dessous, que ce soit avec l'Angleterre ou les Saracens, en dessous de son niveau habituel. Mais là, je trouve qu'il a vraiment retrouvé voilà, ses capacités, sa puissance, son intelligence de jeu. Il a été très bon. Et puis associé à Guillard, qui a peut-être un petit peu moins joué, mais voilà, c'est aussi pour récompenser ce joueur que j'apprécie et qui a été franchement impressionnant sur les matchs qu'il a pu jouer. Alors en troisième ligne, là, il y avait du choix. J'ai vu que Brian a mis Curry, je suis aussi d'accord, il était très bon. Il y avait Ben Earl aussi. Mais moi, j'ai pris donc François Cross, évidemment. Greg Aldrit, tu l'as dit Nathan, qui revient très bien, qui a fait un très bon tournoi. Et j'ai mis un Gallois, tiens, Jacques Morgan, qui a été impressionnant. Honnêtement, en défense, il s'est tué à la tâche, il a plaqué tout ce qui bougeait, il a été très en réussite aussi sur ses plaquages. Voilà, c'est un peu triste pour lui aussi, qui était le capitaine de cette équipe et qui a tenté voilà, de réveiller les siens, bon, en vain, mais bon, il a tenté. À la charnière, Dupont, parce qu'effectivement, comme disait Brian, avec un match en moins, il a été décisif à chaque fois. On pense à lui aussi parce que il y a une période un peu difficile. En 10, effectivement, je suis d'accord avec Brian aussi. Finn Smith, voilà, plutôt bon, sobre, costaud en défense. Sur les ailes, alors oui, Biarré évidemment. Et de l'autre, bon, j'ai tenté Darcy Graham parce que c'est franchement un Écossais que j'aime bien. Une pile électrique, il nous a fait mal hein, d'ailleurs contre nous. Mais voilà, Darcy Graham. Au centre, alors, j'ai pas triché sur le poste. Tu J'ai m'as pas inventé un mis nouveau joueur. Menoncello après. Non, mais j'ai mis Menoncello et Moefana. Alors, je mets
petit avantage à Moefana, mais c'est vrai que Mainoncello a été aussi impressionnant. Et en 13, voilà, j'ai respecté le poste, j'ai mis l'Écossais Hugh Jones qui a été aussi très bon. Et à l'arrière, Blackingorn, l'Écossais, donc ça fait quand même pas mal d'Écossais, mais c'est vrai qu'il a été aussi très bon sur ce tournoi. Et honnêtement, s'il a ce niveau-là avec Toulouse, ça peut faire très mal. Et Toulouse qui en aura besoin d'un Kingord très bon, parce qu'en top 14, ça va respirer la concurrence, notamment avec ce week-end. Avec un match contre l'Union Bordeaux-Bègles, et on en parlera jeudi dans une vidéo consacrée au retour du top 14. Tu m'as mis le bon Finn Smith avec un N, c'est beau. Mais vous m'avez pas mis le meilleur espoir du tournoi, Sam Prendergast, pardon. Ça, je suis quand même un peu déçu. C'est un peu dommage. Bref. Ben voilà, messieurs, ça conclut cette vidéo. 1h15 de vidéo. J'espère que vous avez profité. Pour ceux qui sont en podcast, je sais pas si vous écoutez en voiture pendant que vous êtes en train de courir. Ne vous inquiétez pas, il vous reste encore 1 km. Allez-y. Un petit peu sur les jambes, ça va vous faire du bien. Voilà, bah écoutez, on va conclure, messieurs. Je pense qu'on a tout dit globalement. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, vous faire votre petite tier list, votre petit 15 types. Il y a plein de choses. Donner votre meilleur espoir, votre meilleur joueur du tournoi. N'hésitez pas à nous retrouver évidemment sur YouTube parce qu'on y est actuellement. Sur Twitch, on va essayer de revenir, faut qu'on trouve des trucs à faire. Sur TikTok, sur Spotify en podcast, sur Instagram aussi. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. On reviendra ce week-end. Enfin, ce jeudi avec la vidéo top 14 et ce week-end avec une petite vidéo un peu différente, contenu un peu plus froid, sympathique. Je vous laisserai découvrir ça dimanche en fin d'après-midi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite encore une fois une très bonne semaine. Ciao tout le monde.